Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de statistiques. On va voir un peu la théorie derrière les statistiques. Alors, on a beaucoup de mots de vocabulaire qui sont importants, des concepts à comprendre pour être capable de parler de statistiques. Donc, on va commencer avec certaines définitions. Donc, d'abord, c'est quoi des statistiques? La statistique, c'est une science, une sorte de science, comme la biologie, la physique. Et c'est la science qui fait la collecte, le classement et l'interprétation de données. OK? Lorsqu'on est en statistique, on va parler de la population. La population, ce sont toutes les personnes qui vont répondre à un sondage ou à un recensement. Donc, c'est la population, c'est les gens qui m'intéressent. Ça peut être la population du Nouveau-Brunswick qui m'intéresse, ça peut être la population du Canada, ça peut être la population de Miramichi, dépendant le type de recherche que je veux faire. Lorsqu'on parle d'un individu, c'est une personne ou un objet de la population. Ensuite de ça, on va parler d'échantillon. L'échantillon, c'est un petit groupe de personnes qu'on va choisir au hasard parce que des fois, la population est trop grande. Donc, si un exemple, on va avoir l'opinion des gens de Miramichi sur les stations de radio, ça serait très difficile de parler à tous les gens de Miramichi. Donc, on va aller prendre un certain échantillon, donc un petit groupe de personnes, puis on va utiliser ces données-là pour expliquer ce qui se passerait au niveau de toute la population. C'est important de dire que l'échantillon doit ressembler à la population de la recherche. OK? Fait que si je demande aux gens de Miramichi leur opinion sur les stations de radio, mais que je ne questionne pas des gens de Miramichi, je questionne des gens de Tracadie. Bien, ça ne fonctionne pas. Mon échantillon, il ne ressemble pas à la population, donc ça, ce n'est pas effectif. En statistique aussi, on va parler de soit un recensement ou un sondage. On va faire un ou l'autre. Le recensement, c'est lorsqu'on cherche l'information de toute la population, de tous les individus de la population. C'est très, très difficile d'être capable d'avoir l'information de tous les individus qui restent dans une population. Par contre, ça se fait de temps en temps. Au Canada, notre gouvernement nous demande un recensement, je pense que c'est à tous les 4 ans, et tout le monde doit répondre. On reçoit une feuille, il faut qu'on dise notre nom, qui reste à notre adresse, des informations comme ça. Et c'est un recensement. Tous les habitants, tous les citoyens canadiens doivent remplir le recensement. Si tu ne le remplis pas, tu peux payer une contravention assez haute. OK? Alors, des fois, c'est obligatoire, mais souvent, on va utiliser plutôt le sondage. OK? Au lieu d'un recensement, ça fait qu'on va aller chercher l'information d'un échantillon. Donc, une partie de ma population. Lorsqu'on va faire un échantillonnage, on va parler de la taille, puis ça va être le nombre d'éléments que je vais avoir dans mon sondage. Donc, combien de personnes que j'ai questionnées. On va surtout utiliser le sondage, comme je vous ai dit, parce que c'est très, très, très difficile de faire un recensement. Le sondage coûte beaucoup moins cher parce que tu vas juste chercher un sous-ensemble de la population. Des fois, ça peut être inutile d'avoir vraiment l'information de tout le monde. Puis, faire un sondage prend beaucoup moins de temps parce que tu vas juste chercher une petite partie de ta population. Donc, c'est surtout le sondage qu'on va faire affaire avec. Maintenant qu'on a parlé de la population, le sondage et l'échantillon, on va poser des questions. OK? C'est ça qui est le but de la statistique, c'est poser des questions. Et la réponse à la question, bien ça va être tes variables. OK? La variable, là, ça va être les caractéristiques des questions que tu vas répondre. Donc, ça peut être classé, ça peut être compté, ça peut être ordonné, ça peut être mesuré. Et on va séparer ça en 2 grands types de variables. On a la variable qualitative. Dans le mot qualitative, on a le mot racine qualité. Et on a la variable qui est quantitative. Et là, vous voyez le mot racine, c'est quantité. OK? Donc, dans les données qui sont qualitatives, la réponse n'est pas un chiffre. C'est n'importe quoi sauf un chiffre. OK? Dans les données qualitatives, on va aussi les diviser en 2 groupes. On va dire qualitative nominale. Puis nominale, tu entends le mot non. OK? Alors, dans la variable nominale, ta réponse va être des mots.
OK? Donc, c'est quoi ta musique préférée? C'est quoi ta marque de voiture préférée? C'est quoi ton nom? Donc, des choses comme ça, quand tu vas répondre, ce n'est pas un chiffre, c'est un nom. Dans les variables qualitatives, on a aussi la variable qualitative ordinale. Et ordinale, tu entends ordre. C'est parce que dans tes réponses, il y a une certaine logique. OK? Donc, un exemple, mauvais, bon et excellent. Donc, c'est des mots, mais c'est des mots qui suivent un ordre. Par exemple, si on regarde la météo à l'extérieur pendant un mois, bien, le degré d'ennuagement, ça pourrait être aucun nuage, quelque peu de nuages, moyennement de nuages, beaucoup de nuages et seulement des nuages. Ça, c'est des mots, mais c'est des mots qui ont un ordre. Okay? Ça va de moins ennuagé à plus ennuagé. Donc, ça, on dit que c'est une donnée qualitative ordinale parce que ça suit un ordre, une progression. Alors que dans les données quantitatives, il y a un chiffre, okay? Une quantité qu'on peut mesurer ou observer. Encore ici, on sépare aussi la variable quantitative en deux sortes. On a la quantitative discrète et on a la quantitative continue. La donnée quantitative discrète, ça ne peut pas être des chiffres avec des décimales. Donc, la réponse ne pourrait pas être 1,4. Okay? Il faut que ça soit un nombre rond. Par exemple, le nombre d'enfants. Okay? Si je compte le nombre d'enfants qu'il y a dans chaque famille, ça ne peut pas être 1,2 enfants. C'est un enfant ou c'est pas d'enfant. Okay? Donc, ça, c'est la donnée quantitative discrète. Alors que la donnée quantitative continue, elle, il peut y avoir des décimales. Ça peut être n'importe quel chiffre possible qui est mesuré. Un exemple, la masse d'une personne, la longueur d'une personne, le diamètre d'un tronc d'arbre. C'est toutes des choses qui se mesurent très précisément. Il peut y avoir des virgules. Lorsqu'on fait une recherche, on peut poser deux types de questions à notre échantillon. Ça peut être des questions ouvertes. Ça veut dire que la personne qui répond va répondre librement. Donc, ça peut être des pleines phrases et tout ça. Ou ça peut être des questions fermées. Alors là, il y a plus un choix de réponse que la personne doit choisir. Bon, maintenant, si tu décides de faire un échantillonnage dans ta population, il y a différentes sortes d'échantillonnage. C'est important de les comprendre. On appelle ça des techniques d'échantillonnage. Puis on va utiliser les techniques afin d'éviter les biais. Puis on va voir plus tard, plus loin, c'est quoi, mais les biais, ce sont des erreurs. On ne veut pas faire d'erreurs lorsqu'on va faire notre recherche. Donc, il faut utiliser la bonne technique d'échantillonnage pour essayer d'enlever des erreurs. Nos techniques d'échantillonnage sont divisées en deux grandes catégories. Donc, on a les techniques d'échantillonnage probabilistes et non probabilistes. Alors, là, on voit dans probabiliste, on a 4 sortes. OK? On a l'échantillonnage probabiliste aléatoire simple. Donc, ça, c'est complètement choisi au hasard. On n'a mis aucune restriction. Donc, si, un exemple, je veux choisir un élève parmi l'élève de l'école, je mettrai le nom de tous les élèves de l'école et je pigerai un nom au hasard. Donc, ça, c'est l'aléatoire simple. Ensuite, je peux faire l'échantillonnage probabiliste systématique. Donc là, je vais choisir un exemple, un intervalle, puis je vais piger les noms. Donc, je vais mettre le nom de tous les élèves de l'école et à toutes les 10 élèves, je vais prendre le nom d'un élève. Donc, c'est aléatoire parce que je ne sais pas quel élève ça va me donner, mais c'est systématique parce que je vais prendre un nom à toutes les 10 noms sur ma liste. Je peux aussi aller faire stratifier. Donc, ça, c'est si j'ai vraiment comme différentes sortes d'individus dans ma population, ce qui sont vraiment très différents. Je vais essayer de les séparer en sous-sections pour essayer d'aller chercher des informations dans chacun de ces groupes-là. OK? Un exemple, à l'école, je voudrais peut-être stratifier pour les maternelles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et le secondaire. Alors, une fois que j'ai fait ça, bien, dans chacune de mes sous-sections, dans chacune de mes strates, j'irai chercher un certain nombre d'élèves aléatoirement dans chacune de ces sections-là. Parce qu'on s'entend que si je demande c'est quoi votre animal préféré,
OK? Il peut y avoir une réponse très différente entre les maternelles et le secondaire. Donc, en allant chercher par strate, je m'assure d'avoir une belle diversité de réponses. Il y a aussi par grappe. Grappe, c'est utile parce que ça se fait rapidement. Donc, quand la population se ressemble assez bien, je vais juste choisir un sous-ensemble qui est déjà fait. Donc, un exemple, si, mettons, je voudrais savoir au secondaire, c'est quoi leur opinion, bien, je pourrais juste aller voir un exemple, le groupe des 10e années. Je prendrais la grappe des 10e, puis je vais estimer que les 10e sont capables de parler pour tout le secondaire. Okay, parce qu'ils ont à peu près la même âge. Donc, ça, c'est par grappe. Ensuite de ça, tu as l'échantillonnage non probaliste. Et ici, on a 3. Donc, tu as l'échantillonnage non probabiliste par quota. Et là, tu vas choisir ton échantillon pour produire un certain modèle de la population. Donc, ici, là, tu vas aller chercher certaines catégories pour que ça représente le même pourcentage de la population. Tu as aussi la commodité. Tes échantillons sont comme auto-sélectionnés pour que ça soit plus facile. So, un exemple, il y a une personne qui se place à l'entrée de l'école. OK? Puis, tous les élèves qui passent, je vais leur poser la question qui m'intéressait. Alors, ça, c'est la commodité parce que c'est juste pratique pour moi d'être là et tous les élèves que je vois passer, je vais leur poser ma question. Mais est-ce que ça se peut que je reçois plus d'élèves du primaire que du secondaire? Ça se peut. OK? C'est pour ça que c'est non probabiliste. Puis, tu as aussi la partie qui est volontaire. Donc, ça, tu envoies ton sondage à un groupe présélectionné et tu attends de voir s'ils vont vouloir répondre. Il y en a beaucoup des sondages comme ça qui se fait, tu reçois par la malle, puis là, il faut que tu écris dans un petit calepin, là, combien de télévision tu as écouté, puis sur quel canal ou sur quelle application. Puis là, tu leur envoies ça. Puis là, quand tu leur envoies le sondage, ils t'envoient un petit 2 $. Moi, ça m'est arrivé, je l'ai fait souvent pour la télévision puis la radio, quelle station de radio j'écoutais. Puis même si j'écoute 0 station de radio, j'écris 0 station de radio, j'envoie ce petit sondage-là et il me retourne 2 $ en guise de remerciement. Vous direz 2 $, c'est pas beaucoup, mais durant les dernières années, j'en ai fait au moins 10 fois, sauf que je me suis fait 20 $. Donc ça, c'est les sondages volontaires, donc tu y participes si tu veux. Les sondages non probabilistes, donc les 3 qu'on vient de voir, sont vraiment pratiques parce qu'ils ne coûtent pas cher puis ils sont vraiment plus pratico-pratiques dans la vie de tous les jours. Donc, c'est facile de te placer sur le trottoir puis de dire aux gens « Hey, réponds à cette question ici », tandis que de dire comme « OK, je vais choisir au hasard, puis là, je vais appeler, puis là, je vais être capable de les pogner au téléphone. » Ça fait, les sondages non probabilistes peuvent être un peu plus pratiques. Par contre, vu qu'ils sont non probabilistes, ils sont peut-être des fois non représentatifs de ma population. OK? Donc, il faut faire attention dans l'interprétation des données. Les données sont beaucoup moins fiables que si tu utilises un échantillonnage probabiliste. Parce que dans l'échantillonnage probabiliste, tu t'assures que ton échantillon représente bien ta population. Tandis que dans l'échantillonnage non probabiliste, tu n'as pas de façon de contrôler ça. Maintenant, ça nous apporte à la dernière notion qui sont les biais. Et là, c'est B-I-A-I-S. Et des biais, ce sont des erreurs qui peuvent avoir lieu dans une étude statistique. OK? Donc, il peut y avoir du biais au niveau de l'échantillonnage. Ça veut dire que ton échantillon ne représente pas bien la population. Fait, si, admettons, que je veux savoir si la ville devrait investir dans les infrastructures pour le hockey. Donc, améliorer puis réparer les arénas, puis les mettre tout à neuf avec la technologie, tout ça. OK? Ça, c'est ça qui est ma question. Est-ce que la ville devrait investir? Et moi, je décide de faire un échantillage non probabiliste et je me mets à l'entrée de l'aréna avant une partie de hockey et je demande à ceux qui rentrent, est-ce que tu penses que la ville devrait investir dans notre aréna? Qu'est-ce que vous pensez les gens vont répondre? Ce sont des gens qui viennent écouter le hockey. Ils vont probablement dire oui. OK? Fait que là, je vais regarder. Je vais peut-être avoir 95% de mon échantillon qui dit « Ah oui, il faut que tu investisses dans l'aréna. » Mais est-ce que mon échantillon
non probaliste, OK, comme par commodité. Je me suis juste placée là, j'ai attendu de voir ce qui passait. Il n'est pas représentatif de la population parce que j'ai juste questionné des amateurs de hockey. Automatiquement, ils vont dire qu'il faut investir. OK, alors ça serait une erreur dans l'échantillon. Donc, ça serait un biais. Mes résultats ne sont pas fiables et ne représentent pas la population. Je peux aussi faire des erreurs dans ma représentation. Donc, une fois que j'ai eu mes résultats, je peux mal faire un graphique ou faire un graphique trompeur pour laisser sous-entendre des choses. Puis ça peut porter à confusion. Donc, on peut faire des erreurs dans la représentation des données. On peut aussi faire des erreurs dans notre questionnaire. Est-ce que ma question est bien formulée? OK? Par exemple, si je demande à des gens qui passent, est-ce que tu préfères les doux petits mignons chiens ou préfères-tu les gros méchants chiens? OK, bien ma question, là, elle est biaisée. OK? C'est automatiquement, en disant le doux mignon chien, le monde va vouloir aller avec le doux mignon chien que le gros chien méchant. OK? Alors que si tu voudrais mieux poser ta question, tu pourrais dire, est-ce que tu préfères les petits chiens ou les grands chiens? Ici, ta question n'est pas biaisée avec des beaux petits, des belles petites qualités, puis une petite voix cute, OK? Fait que ton questionnaire, tes questions doivent être très claires et non biaisées. C'est important pour avoir des bonnes réponses. Alors, voilà ce qu'il y en est avec la partie théorique de la statistique.